notre conseil municipal. Je commence par vous donner les pouvoirs. Anne-Marie Spataro donne pouvoir à Lionel Gérard. Sylvie Lucchesi-Palli me donne pouvoir. Jean-Louis Cano à Lucien Vigo. Édouard Kozlowski à Françoise Berg. Anaïs Guessot à Pascal Frangiamort. Je ne pense pas avoir oublié quelqu'un. Je vous remercie. Un ou une secrétaire de séance. Ah ben, Audrey Pont. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. OK. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, je voudrais simplement redire à Françoise Berg à la fois l'émotion qu'a provoqué la disparition de son papa, par ailleurs ancien maire de Tucnieu, et lui dire à nouveau, l'assurer de notre soutien et de notre affection, en tout cas de mon amitié personnelle, elle le sait. En tout cas, nous avons beaucoup pensé à toi, Françoise. Bien, je vous propose donc de rentrer dans l'ordre du jour. Oui, le compte-rendu, pardon. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu qui vous a été adressé? Pas de remarques? Est-ce qu'il est adopté à l'unanimité? Je présume que oui. Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Monsieur le maire, je voudrais rajouter un mot suite au dernier conseil municipal. Donc, c'est un mot de l'ensemble des élus du conseil, hormis la personne concernée par ces propos. Donc, à l'occasion de notre dernier conseil municipal, il a été porté à notre connaissance un texte rédigé par M. Tchébaud. Son contenu est si choquant et si grave qu'il nécessite une réaction de la part de notre conseil municipal. En effet, les propos tenus, et qui ont été reconnus par leur auteur, sont à la fois injurieux et fortement racistes. S'ils viennent confirmer le comportement et les déclarations toujours provocateurs et souvent méprisants de l'individu en question, celui-ci a, en la circonstance, dépassé la limite du supportable. À nouveau, il porte atteinte à l'image même de sa fonction et il s'enfonce toujours plus dans le déshonneur. Notre conseil municipal ne peut en aucun cas accepter qu'il puisse se trouver ainsi sali. Nous voulons ici, et ensemble, l'ensemble des élus, dire à cette personne que nous condamnons autant son attitude que ses idées, et ensemble, nous lui disons honte à vous. Alors, monsieur le maire, dans le cadre de l'article sur la protection de la vie privée, je vous demande non seulement de supprimer tout ça, mais autrement, vous savez, moi, si je vais au tribunal, j'y vais pour gagner. J'y vais avec un bon avocat pour gagner. Voilà, donc vous n'avez absolument pas le droit de le dire. Donc je vous demande de le supprimer, voilà. C'est tout ce que vous trouvez à dire? Tout ce que je trouve à dire, c'est exactement ça. Oui. Oui, monsieur. Je préviens que toute personne qui continuera à sortir des propos privés, je les attaque. la loi est très claire. Un courrier en est propriétaire. Premièrement, celui qui l'a rédigé. Deuxièmement, celui qui l'a reçu. Et chacun des deux en fait ce que bon lui semble. J'en ai fait ce que bon me semblait, ça n'est pas la vie privée. J'ai reçu un courrier, je ne suis pas le seul à l'avoir reçu d'ailleurs, j'ai reçu un courrier, j'en dispose. Du moment que je ne l'altère pas, et je ne l'ai pas altéré, je l'ai remis dans sa configuration exacte. Alors, monsieur Tchébaud peut ester en justice autant qu'il le voudra sur ce point-là, il aura nécessairement tort quant à la prétendue vie privée. Monsieur Furlan. Je dirais qu'une chose, peu importe que ce message était privé ou autre, qu'il ait eu le droit d'être sorti ou pas, il y a un moment quand on prétend des choses ou quand on dit des choses, il faut être assez grand pour les assumer, puisqu'apparemment vous ne l'êtes pas. Vous pouvez faire toutes les sons du monde aux gens, mais vous n'assumez pas vos paroles, et ça, c'est regrettable. Maintenant, excusez-moi, j'ai pas fini de parler. Respectez les gens, c'est les laisser parler. Quand on se fait allumer, on prend, on regarde les gens de face.
et on assume ses responsabilités. Mais je Ce n'ai que vous ne faites pas encore, puisque vous me coupez la parole. C'est des propos privés. Alors, on se présente devant privé. 6500 personnes, Oui. on prétend être le maire, on insulte les gens impunément, et on n'est pas capable d'assumer ses propos. Chapeau. Mais il n'y a rien à assumer. Alors, ce je sont ne mets des pas en propos doute vos privés. capacités de médecin, Apprenez la mais je mets loi. en doute vos capacités Apprenez la d'homme. loi, Monsieur Et vos... Ferrand, ça sera beaucoup Mais mieux je pour m'en tout le fiche monde. de la loi. Je viens de mais vous vous dire avez que... raison. Ici, on s'en fiche de la viens de loi. vous dire- Je le constate je viens de tous les vous jours dire dans les clairement tribunaux que que la l'on s'en loi fiche de la loi. et les On textes peut de faire loi, des faux témoignages, on peut s'il faire vous plaît, tout. s'il avez vous plaît, raison. apprenez à Continuez respecter comme les ça, gens. Monsieur Furlan. Je vous dis sincèrement, mes propos ne concernent pas la loi, justement. Elles concernent l'homme, l'être humain. Ce que vous êtes, à proprement dit, presque pas, ou peut-être un peu. Allez, je vais être gentil. Vous êtes peut-être un docteur, j'en sais rien, je ne mets pas en doute vos compétences. Mais, quand on dit des choses, il faut savoir les assumer. Et puis quand on se présente à un conseil municipal, et quand on fait des élections, et quand on remue ciel et terre, et quand on insulte les gens, et quand on dit qu'ils sont ceci, cela, pourquoi vous faites pareil? C'est que pour moi, vous ne méritez pas votre place ici. Et ça, je vous le dis clairement. Monsieur Furlan, j'y peux rien si Alors- ils n'ont pas voté pour vous, c'est votre problème. Je veux dire, c'est votre problème s'ils n'ont pas voulu de vous. Hein, c'est tout, vous avez fait vos 8 ou 9%. Pascal Voilà. Frangiamort. Hein, allez. Pascal Frangiamort. Moi, je vais continuer. Pourquoi tant de haine, Monsieur Thibault? Faites. Vos propos que nous avons entendus par Monsieur Savard au conseil municipal précédent sont lamentables et inacceptables. Je demande votre démission au sein de ce conseil, vous n'avez pas votre place. Bien. Allez. Les uns et les autres se sont exprimés. Je note pour ma part et j'apprécie l'unanimité du conseil municipal pour évidemment dénoncer les propos tenus, les idées sur lesquelles elle s'appuie, les comportements, les attitudes, enfin tout cela fait l'objet d'une dénonciation unanime. Je pense que c'est de nature à conforter, que ce soit à la fois la cohésion de ce conseil municipal et surtout son honorabilité, qui se trouvait là effectivement être menacée par l'attitude de M. Thibault. Je remercie très sincèrement, chaleureusement, l'ensemble des groupes constitués au sein de notre conseil municipal et chacune et chacun des conseillers municipaux pour cette expression. Bien, je vous propose d'avancer. C'est bien, ça fait du bien de temps en temps, ces moments de vérité et d'expression directe qui permettent à chacun de dire ce qu'il est réellement. Je trouve que c'est très intéressant, très salvateur. Avant d'aller plus loin, simplement une information, pas une information simple, mais une information tout à fait importante. Je ne doute pas qu'elle soit appréciée par le conseil municipal, puisque la procédure qui a été engagée contre nous devant le TGI de Briey, qui s'était déclaré incompétent par Numéricable, avait fait l'objet par Numéricable d'un recours en appel. Cet appel a confirmé la première ordonnance du TGI de Briey. Ça ne n'augure en rien, évidemment, la décision éventuelle d'une juridiction administrative, puisque, voyant les premières procédures le mettre en situation de faiblesse, cette société a engagé les procédures au plan administratif. Nous verrons ce que cela donne. En tout état de cause, la confirmation de cette première ordonnance est une information intéressante et évidemment éminemment positive. Donc, je souhaitais vous en donner l'information. Nous suivons évidemment les choses de près. Ça veut dire aussi que dans la phase où nous sommes, nous pouvons effectivement continuer à gérer tranquillement le réseau. Pas simplement tel qu'il nous a été livré, parce que depuis, il a été considérablement, très considérablement amélioré et modernisé. Il ne reste effectivement plus grand-chose de l'ancien réseau. Mais néanmoins, les choses sont posées de manière tout à fait intéressante. Alors, le point essentiel de cet ordre du jour est contenu par le débat d'orientation budgétaire. J'ai envie de résumer ce débat par une formule que je reprendrai certainement à plusieurs reprises.
nous continuons à progresser, nous maîtrisons parfaitement la situation, malgré une situation tendue, qui n'est pas le simple fait de la ville de Gèvres, vous le savez bien. Situation tendue au niveau national, en direction de toutes les collectivités, petites ou grandes, collectivités territoriales, qu'elles soient locales, départementales, régionales, du fait, depuis plusieurs années, de la réduction des dotations, et même lorsque j'entends le pouvoir actuel dire qu'il ne touchera pas aux dotations, il n'y touche pas dans l'absolu, même si il les fiche par rapport à 2017, ce qui marquait une réduction sensible sur les années précédentes. Je rappelle, plus de 420 000 € sur la ville de Gèvres. Mais néanmoins, avec le taux d'inflation, il y a inévitablement et immédiatement, évidemment, réduction de la dotation. L'autre aspect, c'est que il est question de continuer à ponctionner des collectivités territoriales, voire à leur transférer des charges importantes. Je évoque essentiellement les conseils départementaux, mais nous savons qu'il y a un effet indirect de la part du conseil départemental sur les villes, puisqu'évidemment, en réduisant les facultés d'intervention du conseil départemental, il y a très directement conséquence sur l'accompagnement qui est assuré. Il y a en même temps, vous le savez, cette idée de faire en sorte que la taxe d'habitation connaisse une réduction sensible jusqu'à avoir une diminution concernant 80% des publics concernés. Ça peut paraître comme cela, a priori, séduisant. Attention, il ne faut jamais lâcher la proie pour l'ombre. Nous savons bien que s'il y a un coût porté à la taxe d'habitation, c'est tout simplement les capacités d'autonomie, de décision fiscale qui sont retirées aux collectivités locales. Ça veut dire qu'à terme, elles seront de plus en plus dépendantes des dotations d'État. Lorsqu'on a vu récemment l'évolution de ces dotations qui ne sont pas le résultat d'une vision tout à fait idyllique, sympathique de la part de l'État en direction des collectivités. C'est un ancien impôt qui a été collecté par l'État et qui est reversé sous forme de dotation. Ils sont en train de nous reproduire la même opération. Ils règlent la question de l'impôt local, ils veulent le supplanter par une dotation et ils auront demain la maîtrise totale de cette dotation. En même temps, est-ce que ça signifie pour autant amélioration du pouvoir d'achat? Nous savons bien que non. Que ce soit dans le domaine des services, dans le domaine des produits, dans le domaine des taxes qui sont intervenues, voire de la CSG, il y a eu des coûts portés qui s'accumulent les uns aux autres, qui font que, évidemment, aujourd'hui, il y a une catégorie qui se trouve extrêmement favorisée par le gouvernement actuel. Ce sont ce que le président de la République a qualifié de premiers de cordée. Il a évoqué un ruissellement émanant des premiers de cordée, les plus riches, qui ont vu leur fortune grossir ces derniers mois avec des cadeaux exorbitants. Et il faudra attendre un ruissellement venant de ces premiers de cordée pour que le bas peuple, parce que j'ai l'impression qu'il considère les autres, le reste de la population comme tel, puisse en bénéficier. Bon, il y a là quelque chose qui est extrêmement pervers, mais lorsque je dis ça, je ne m'éloigne pas du sujet. Nous sommes bien dans le débat de notation budgétaire avec les contraintes qui nous sont imposées et qui viennent de partout. En même temps, vous avez reçu le document du DOB qui manifeste de tendances tout à fait intéressantes, qui ne tiennent absolument pas au hasard, qui tiennent aux décisions prises par ce conseil municipal, que j'ai pour ma part évidemment tenu ici à préciser et ensuite à mettre en œuvre, avec l'appui et l'aide des services, que ce soit la directrice générale ou tous les services où qu'ils se trouvent, de telle sorte que nous obtenions effectivement réalisation, concrétisation des choix que nous avions portés.
Comment ça se manifeste-t-il? Je ne prends qu'un exemple, celui du personnel. Si ces dernières années, nous n'avions pas été extrêmement attentifs, alors que ce n'est pas notre volonté initiale, alors que nous ne considérons pas pour notre part que la réduction des moyens mis à disposition du service public constitue en soi une solution, c'est au contraire promesse de difficulté. Néanmoins, nous avons été extrêmement vigilants. Si nous ne l'avions pas été, nous aurions aujourd'hui à ce budget à supporter une charge nettement supérieure à 500 000 € supplémentaires à celle qui est aujourd'hui affichée. Il en va de même, évidemment, pour toutes les mesures prises de maîtrise, que ce soit en économie d'énergie, en fonctionnement global, puisqu'il y a tendance à diminution, à maintien et voire à diminution de nos dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet de tenir relativement écartées les branches du ciseau qui, pendant un temps, risquaient de se refermer. Vous savez, cette courbe entre les dépenses de fonctionnement et les recettes, lorsqu'elles se croisent, évidemment, elles génèrent un problème majeur. Pendant un temps, nous étions exposés à ce risque. Aujourd'hui, ce que manifeste ce DOB, c'est que nous ne le sommes pas. Ça ne veut pas dire que nous soyons irrémédiablement, définitivement à l'abri. Si nous n'avions pas cette volonté politique chevillée au corps, nous serions exposés en permanence à ce problème. Ce qui nous amène évidemment, et ce qui m'amène à vous indiquer que les efforts qui ont été conduits jusqu'à présent sont maintenus. Évidemment, nous ne les relâcherons pas. D'autant plus que ces efforts nous permettent d'agir de deux manières. D'abord, et c'est la proposition que je vous fais, de maintenir les taux. Il n'y aura pas d'augmentation de l'impôt local cette année, comme ça a été le cas l'année dernière, comme ça a été le cas les années précédentes, voire même les années précédentes, nous avions été jusqu'à réduire les taux d'imposition sur la ville. Il faut remonter, je n'ai plus la date, à 85, je crois, pour retrouver le même taux qu'aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est un résultat exceptionnel. Je ne crains pas de le dire, peu de villes peuvent se targuer d'une telle évolution sur un aussi longue période. Deuxième objectif, évidemment, quoi faire lorsque l'on fait des efforts sur le fonctionnement dans des proportions, évidemment, qui doivent nous permettre de continuer à porter nos missions, c'est absolument essentiel, sinon pour alimenter convenablement une section d'investissement. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous nous préparons à faire avec ce budget primitif. À cet égard, je veux insister sur deux aspects. Le premier, c'est celui de notre relation à la communauté de communes, Orne-Lorraine-Confluence. Les débats sont nombreux et vous vous doutez bien que je ne suis pas le dernier à les animer. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers temps. Il a été d'ailleurs constitué un groupe de travail. J'étais représenté au sein de ce groupe par Lionel Gérard, que je remercie, qui nous a permis d'avancer sur la question de ce que l'on appelle les charges de centralité. C'est-à-dire les charges qui sont encore supportées par la ville pour ce qui nous concerne, la piscine, la médiathèque, à Romécourt pour le centre Pablo. Je fais partie de ceux qui considèrent que qui que l'on soit, où que l'on soit sur le territoire de l'OLC, on doit être considéré de même manière. Et que quelles que soient les autres piscines, et il est normal qu'elles soient communautaires, elles relèvent d'un financement solidaire. La nôtre doit relever exactement du même principe. On pourra essayer de trouver je ne sais quelle justification, je ne sais quelle explication. Ça ne tiendrait pas à l'examen le plus simple. Aucune raison que les Joviciens supportent ici plus qu'ailleurs.
Pendant de nombreuses années, nous avons fait effort, nous avons débattu, obtenu des réductions, et nous avons jusqu'à présent, nous sommes à peu près à 50% de charges supportées par nous au niveau de la piscine. Sur le coût actuel. Sur le coût actuel, oui. Un accord est intervenu, un double accord est intervenu, qui me paraît cohérent et prometteur. D'abord, l'idée que je viens d'évoquer, tout le monde situé à même échelle et à même niveau, doit trouver sa place dans le pacte fiscal et financier qui a à intervenir dans l'année. Ça doit être inscrit. Ça manifeste d'une idée générique qui est forte, qui doit trouver sa place dans ce pacte. L'autre aspect, c'est que dès cette année et pour les 3 années qui viennent, nous passerons de 50% de charges résiduelles encore pour la ville à 25%. Ça ne veut pas dire que nous soyons au bout, ça veut dire que nous approchons du bout. Je l'ai dit déjà au bureau communautaire, à mes yeux, ce n'est pas satisfaisant. Je le répète ici, ce n'est pas satisfaisant. Mais c'est un progrès tout à fait notable pour que dans les 3 prochaines années, il nous reste 25% à régler, trouver les modalités qui nous permettent ensuite d'aller vers 0. Je n'ai jamais été partisan du tout ou du rien. Voilà une marche de progrès significative, extrêmement positive, que j'enregistre de cette manière. Et évidemment, je proposerai au conseil municipal de valider cette démarche. L'autre aspect, c'est que dans le cadre de la vente des 2 résidences, le CCAS a évidemment maintenant, au niveau de sa section d'investissement, une somme tout à fait conséquente inscrite. Le CCAS n'a pas à faire d'investissement. Il n'aura pas l'occasion, il n'a pas cette vocation. Et donc, nous avons demandé à la DGCL la mise en œuvre d'une dérogation qui existe par ailleurs. C'est une dérogation qui a déjà été pratiquée, de telle sorte que le financement intervenu puisse passer de la section d'investissement à la section de fonctionnement, ce qui nous permettrait tout simplement, par exemple, de faire l'économie du montant de la subvention que nous versons annuellement en casse cette année, voire l'année prochaine. Ce qui, évidemment, contribuerait à venir financer substantiellement la section d'investissement de la ville. Ça sont les 2 aspects nouveaux, tout à fait éclairants, qui, en plus du maintien des taux d'imposition, constituent évidemment les bases solides sur lesquelles nous pouvons élaborer notre section d'investissement du fait, je l'ai dit, aux économies réalisées et aux résultats obtenus, tout à fait probants, positifs, sur la section de fonctionnement. La proposition, je ne vais pas vous procéder à la liste complète des projets d'investissement, ce serait fastidieux. Je ne veux évoquer que les principaux, en insistant sur le fait, évidemment, qu'ils sont déterminés par ce que je viens de dire. Il faut que la DGCL se prononce favorablement, j'espère que ça va être le cas. La préfecture a adressé, elle aussi, un rapport à la DGCS allant dans notre sens. Bien entendu, ce serait aberrant qu'il existe là une somme qui soit frigide. Et donc, nonobstant cet aspect, s'il y avait dérogation, cela nous permettrait de conduire à bon port, évidemment, les différents investissements. Tout cela dans le cadre de la contraction d'un emprunt tout à fait maîtrisé, c'est-à-dire que c'est là aussi un autre objectif, c'est-à-dire continuer à tenir notre niveau d'endettement, les chiffres qui vous sont donnés dans le DOB le manifestent, qui nous placent en deçà de notre niveau de dette. Lionel me donne le niveau de dette, le ratio par habitant. Actuellement, sur Jeuf, nous sommes à 633 €. Pour les communes de même strate au niveau national, nous sommes à 870, donc nettement en dessous, évidemment, des communes de même strate. Et avec le niveau d'emprunt que nous serions amenés à réaliser, à condition, encore une fois, que ce que je viens de dire à l'instant se soit concrétisé, cela nous permettrait de continuer à réduire
le niveau d'endettement de la ville. Ça aussi, c'est une tendance tout à fait positive et intéressante. Je vous liste très rapidement les quelques opérations. Je pense à la réaffectation de l'ancien stade Sainte-Anne, cet espace de loisirs, de détente, de rencontres, la création d'un court couvert de tennis. Ces deux opérations bénéficient d'un haut niveau de subvention, ce qui vient évidemment les rend tout à fait réalisables. Le préau de l'école des Capucines, notre travail sur l'accessibilité dans le cadre de la contractualisation que nous avons signée avec l'État, et donc nous sommes dans la 3e année de réalisation de ces travaux d'accessibilité. Les changements des huisseries et de la chaudière à l'école Jeuf-Méry avec ce qu'on appelle le TEPCV, ce qui nous permet d'atteindre près de 80% de financement, ce qui est là aussi un taux record de financement. La réfection, c'est un événement important, et vous le savez bien, en tout cas à nos yeux, de notre monument aux morts, qui doit faire l'objet d'une inauguration le 11 novembre prochain. Je propose d'intervenir sur la rue des Nouvelles Friches, qui est en très mauvais état et qui nécessite une intervention rapide. Donc je vous propose que cette année, nous intervenions sur la rue des Nouvelles Friches. Nous allons bien entendu achever, comme nous y étions engagés, la rue du Commerce. Donc à partir du 19 avril, les travaux reprennent. Il a fallu attendre, évidemment. Le 9, pardon. Tu vois, je te donnais 10 jours de plus, alors que d'habitude, je t'en demande moins. Le 9 avril, heureusement que tu me reprends. Là. Dans ce sens-là, tu peux toujours me reprendre. Le 9 avril, donc, très prochainement, les travaux reprennent dans la rue du Commerce. Un gros chantier, plus de 300 000 €. Donc ça pèse lourd sur une année budgétaire. Je vous propose aussi que nous engagions les travaux sur le dépositoire, qui, le moins qu'on puisse dire, en a grandement besoin. Et donc là, ça va peser à peu près 40 000 € de rénovation du dépositoire. Donc je vous indique mon intention de l'inscrire et de vous le proposer à l'occasion du budget primitif. D'autres, évidemment, priorités se font jour. J'aurais aimé, mais on ne la démarrera pas en fin d'année, parce qu'on ne démarre pas une voirie de ce type en fin d'année. Nous aurions pu le faire en fin d'année, mais ce serait un peu inapproprié, parce que ça va laisser le chantier ouvert pendant une période trop longue. Mais donc, je propose que dès l'an prochain, nous engagions la réfection des routes dans le quartier de Ravenne, en particulier en commençant par la rue Foch. Alors ça, c'est une réflexion totale, sans être subventionné. Nous n'obtiendrons aucune subvention sur ces opérations-là, bien malheureusement, parce que vous savez bien que la région Lorraine a abdiqué honteusement, sur proposition de son ancien président, devant l'État, pour ne plus aller vers un volet après-mine du CPER, des contrats de région. Donc c'est dommage, parce que, évidemment, nous sommes là en pleine cité ouvrière. Mais en tout cas, nous commencerons cette cité dès l'an prochain. Voilà. En quelques mots, mais c'était normal, nous sommes sur les DOB, vous sont présentées les orientations que je souhaite évidemment voir être réalisées dans le cadre du budget à venir. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on regarde rapidement, même si vous les avez eus, vous avez eu le temps de les consulter, donc on ne va pas regarder ça en détail, mais néanmoins les grands éléments. Anne-Hélène va nous rappeler les quelques éléments structurants de notre budget. Donc ce rapport d'orientation budgétaire est décomposé en plusieurs parties. La première, c'est l'élément plutôt textuel que le maire vient d'évoquer, avec un certain nombre de courbes, de chiffres, etc., plutôt des chiffres que des courbes. Ensuite, nous avons les données macroéconomiques. Donc il s'agit de partir de l'international pour ensuite focaliser sur le local, avec les mesures relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances, un certain nombre d'éléments. Et
Je vous propose aussi de lire les grands principes du dispositif de la réforme de la taxe d'habitation. Vous avez plusieurs pages qui expliquent les choses. Donc, ça alimente vos connaissances et éventuellement, vous pouvez en parler aux personnes qui vous posent des questions là-dessus. Ensuite, nous avons un document élément financier qui présente d'abord le résultat global de clôture de l'année 2017, donc sur le budget principal qui est de 244 604 € en excédent. Vous avez des courbes qui montrent l'évolution des résultats de fonctionnement, où l'on voit que depuis 2009, on a le deuxième meilleur résultat. Ensuite, l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement. Les branches du ciseau dont parlait Monsieur le maire, là on le voit bien qu'elles s'écartent alors qu'elles se rapprochaient dangereusement en 2016. Ensuite, l'évolution de certaines charges qu'on appelle communément les fluides, avec une stabilité, une grande stabilité de ces dépenses, suivi des dépenses de personnel avec un comparatif par rapport aux dépenses totales. On est toujours un peu plus de 50% du total des dépenses de fonctionnement. Nous avons des courbes concernant la DGF d'une part et les autres dotations d'autre part. L'autofinancement prévisionnel est celui que l'on constate à la fin de l'exercice. Là aussi, toujours prudence au moment du vote du budget et puis à la fin, quand on constate les résultats, on se rend compte que c'est bien supérieur à ce qu'on imaginait, tant mieux. La consolidation des comptes, c'est-à-dire le budget principal auquel nous agrégeons les autres budgets, les budgets annexes. Le montant total de l'excédent de tous ces budgets cumulés s'élève à 376 284 €. Ensuite, nous avons un document qui reprend ces éléments plus d'autres, un document élaboré sur un logiciel Concerto Finance que j'alimente. Et donc là, vous avez d'autres études, d'autres analyses financières. Un document concernant des éléments sur la dette, avec un premier qui évoque une performance de 3,148%. Donc c'est en fait le taux moyen de notre dette. Celui qui correspond à la moyenne de la strate est de 3,91%. Donc nous, on est à 3,15 et la moyenne de notre strate est de 3,91. Donc notre niveau de notre moyenne de taux est quand même très bas. Je vous laisserai regarder, vous les avez sans doute déjà regardés, tous les camemberts, histogrammes et autres concernant la dette. Donc je précise qu'il n'y a aucun emprunt toxique. Mais ça vous le saviez. Et la dernière page concerne la dette garantie, donc les emprunts garantis. Voilà. Merci Anne-Hélène pour cette présentation et pour tout le travail évidemment en amont. Allons-y, qui veut intervenir sur tous ces sujets ? Il y a un point que je ne comprends pas. Je vois que DGF sur recettes de fonctionnement, je fais 30,84% contre 16,91% dans la moyenne nationale. Donc c'est-à-dire si je fais un calcul simple, vous avez touché en 2017 2024 kg-euros. Si on était sur la moyenne nationale, vous auriez eu 700 000 € de moins. Donc c'est-à-dire que le budget ne serait pas en positif, mais serait en négatif. Je croyais que Joffre était une ville qui était sous-équipée en DGF. Expliquez-moi comment on peut faire un budget qui perde de l'argent sans la DGF. Perdre de l'argent sans DGF. C'est perdre de l'argent sans page 6 de 12, hein, page 6 de 12. Monsieur comme d'habitude, c'est pas clair. Hein. C'est un peu compliqué. Non, pour vous, oui, parce que vous n'avez manifestement rien compris. Comme d'habitude, d'ailleurs. Vous êtes effectivement, vous manifestez à nouveau comme si vous en aviez besoin de manière récurrente. Vous avez besoin de nous dire « je suis incompétent ». Mais nous le savons, Monsieur Thébault. Donc, nous le savons. Cessez de nous le dire. Alors, vous n'avez strictement à nouveau rien compris. Comme s'il y avait un rapport
entre le niveau de perception d'une ville, quelle qu'elle soit, de la DGF, et effectivement sa capacité ou non d'être financée. Donc là, effectivement, Monsieur Thibault, remettez un peu de l'ordre, si c'est possible. C'est un peu outrancier de ma part de dire ça, de mettre de l'ordre dans vos idées, mais néanmoins, bon, c'est comme ça. En tout cas, ça ne renvoie absolument pas à ce que vous évoquez. Oh là là. Mon Dieu, débile. Allez-y. Donc vous touchez 700 € de plus que touche. Donc c'est-à-dire que votre budget, en réalité, sera 5 863 €. Oh là 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 là, mon Dieu. Donc 5 984. Ça fait une perte dans la gestion. On touche à DGF. Mais c'est incroyable. Dans les recettes de fonctionnement. La part dans les recettes. Mais c'est un raisonnement complètement absurde. complètement absurde. Loufoque, absurde, bon, incohérent. Vous comparez une DGF par rapport à à la moyenne française, mais ça veut dire, enfin, c'est fou. Un enfant, amenez-moi un enfant, je lui expliquerai. À partir du moment, évidemment, mais enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai besoin de lui expliquer. Hein? Non, oui, effectivement, c'est hors de votre portée. Il n'y a rien de compliqué dans les chiffres que vous avez donnés. Pour lui, oui. Ne serait-ce que pour vous, puisque vous avez commencé par dire que vous ne compreniez pas. Mais... Oh là là. Mais taisez-vous un peu, la parole est à Monsieur Lionel Gérard. La parole est à Monsieur Lionel Gérard. La parole à Monsieur Lionel Gérard. Je ne vais pas répondre à une absurdité. Hein. On est bien d'accord. L'engagement de Mon Dieu. la question a commencé, je ne pars que vous ne compreniez pas un point. C'est comme ça que vous avez commencé le débat, et je confirme, après tout vous dire, que vous ne comprenez pas, effectivement, ni celui-ci, ni le reste. Et la dotation globale de fonctionnement, elle est liée à la ville, à sa structuration, et elle n'est en aucun cas comparable à d'autres communes. Donc, vous comparez avec une moyenne nationale. Effectivement, un village n'a pas le même taux de DGF qu'une commune comme Jeuf. C'est tout à fait logique. Et si c'est un ratio qui est affiché, certes, par Concerto Finance, notre partenaire, il n'a rien de significatif et je ne vois pas pourquoi vous vous attaquez à ce ratio. J'aurais préféré que vous évoquiez depuis 2009 une baisse de 23% de la DGF en direction de la ville de Jeuf. Ça, c'était un chiffre intéressant. Ça veut dire qu'avec 23% de baisse de dotation de fonctionnement, nous arrivons malgré tout à tenir les rênes et à être en dessous des ratios d'investissement. Ça, c'était un point important que vous auriez pu relever. Et évidemment, dans toutes les villes qui ont connu des restructurations industrielles comme nous l'avons connu ici, extrêmement importantes, toutes ont vu évidemment leurs recettes propres en être très durablement et très gravement affectées, et que évidemment le rapport de l'un sur l'autre s'en trouve être perturbé. Mais un enfant l'aurait compris. Je vous propose de ne pas sombrer dans ces inepties toute la soirée. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, vous n'avez rien compris, ça confirme. Évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je voudrais... Oui. S'il n'y a pas d'autres remarques, moi, je voudrais apporter quelques remarques. Je voudrais apporter quelques remarques sur ce... Il y a M. Savard qui demande la parole. Ah. Monsieur Savard. Bon, globalement, sur l'ensemble, j'ai pas de remarques particulières à faire. J'en aurai à faire sur des points précis de futurs investissements, mais je pense que ça viendra tout à l'heure. Non, allez-y. Ce sera au budget. Ah, c'est au budget primitif. Ce sera au budget. Là, on est sur le DOB, hein, ici. Oui, bon, sur le DOB, globalement, ça va, mais comme il y a des choses qui sont évoquées dans le DOB, oui. je pense qu'on va les traiter tout à l'heure. Non, on est dans le DOB, là, monsieur Savard. On est dans le débat. Bon, parce que dans le... Dans le détail, nous verrons tout cela, évidemment, en détail, au budget primitif, dans une semaine. Ouais. La liste des investissements, nous allons construire le budget.
sur les investissements qui ont été listés par le maire. Bon, mais justement, si on valide le DOB, on valide également les investissements qui sont inscrits. Non, nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire. La seule validation qu'il y aura ce soir, c'est que le conseil municipal dise il y a eu débat. Point. C'est à l'occasion du budget que sont adoptées les conditions dans lesquelles nous serons appelés à travailler dans l'année qui vient. En aucun cas dans le DOB. Ce soir, il y a un débat et simplement, il n'y aura même pas de vote sur le débat. Voilà. C'est une obligation légale qu'il y ait un débat. Oui. Donc on a un conseil municipal qui est là pour ça. Oui. Et ensuite, dans quelques jours, enfin je ne sais pas, bientôt, on aura donc le budget primitif à discuter. Absolument. Voilà. Ok. Voilà. Donc j'aurai des observations à faire la prochaine fois. Voilà. Bon, d'accord. Monsieur Furlan. Donc voilà, ce que j'ai à dire, c'est que par rapport à ce que vous nous avez expliqué sur les orientations, je suis assez content d'entendre que les routes vont être reprises en main. Donc ça, c'est un plus qu'il faut noter, plutôt que noter trois bidules de faux sur tout ce texte, et qui est pour moi, à mon sens, pas faux du tout, parce que j'ai pu le lire et j'étais à la commission des finances, et le travail, il est plus que bien fait. Mais bon, en lisant ça, à peine au conseil municipal, on ne peut pas s'apercevoir s'il y a vraiment des erreurs. Donc je pense que ça manque un peu de responsabilité, encore une fois. Donc, je peux que me réjouir des envies de la ville, et ça là-dessus, je comptais l'appuyer, et je voulais l'appuyer parce que je pense que les habitants vont être contents du fait que, justement, les impôts restent stables, qu'il y a des choses qui sont entreprises malgré qu'il y a des sommes qui sont en moins, et aussi également que leurs rues vont être refaites. Alors, je pensais qu'il fallait le ressouligner après toutes ces âneries qu'on a entendues. Voilà, je vous remercie. Ok, Monsieur Furlan. Alors, Monsieur Vigo. Oui, moi je voulais souligner le fait que cette présentation du DOB par le maire est quelque chose qui entre dans... Ça rentre pas, c'est un débat qui doit avoir lieu entre les différentes compositions de ce conseil. Et pour ma part, je dois simplement dire que même si les chiffres sont bons, prenons garde, ne baissons jamais la garde, parce que des coûts sont portés aujourd'hui. André en a parlé, c'est la baisse de la taxe d'habitation, la baisse progressive jusqu'à l'annulation de la taxe d'habitation, qui va engendrer une perte de recettes inévitable pour les villes. Alors, si c'est peut-être bien pour les citoyens que nous sommes, hein, mais pour les villes, ça va engendrer une baisse significative, qui ne sera jamais compensée à l'euro. Alors peut-être la première année, mais après, on sait bien qu'il y a une évolution du coût de la vie, et cette évolution-là, on ne l'aura plus. Donc prenons garde, soyons toujours attentifs, mais je le sais qu'ici, on l'est. On a pour habitude d'être très prudent, et on a raison de l'être, parce que on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Monsieur Gérard. Oui, donc moi, au-delà des chiffres qui ont été présentés et qui sont tous justes, puisque en plus certains émanent de cabinets d'experts comptables, ceux qui étaient discutés tout à l'heure, mais c'est un travail important qui est fait, bien sûr, par Anne-Hélène et aussi par les services qui alimentent ce travail. Moi, je voudrais les féliciter. Il est important, et il est important aussi pour nous, élus, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce qui est remarquable, ce sont les décisions que nous prenons, pas cette année, mais depuis de nombreuses années, pour pouvoir maîtriser l'effet ciseau qui a été nommé à plusieurs reprises, mais aussi pouvoir nous donner des capacités d'investissement importantes. Les décisions que nous avons prises ces dernières années, que ce soit sur les recettes et les subventions en direction du CCAS, mais aussi le non-remplacement des départs à la retraite qui nous permet de maîtriser la masse salariale
Et même si on a des ratios qui sont supérieurs à 50%, il faut voir aussi les services rendus par le personnel de cette commune qui nous permettent de gagner sur des coûts de fonctionnement. Et on pourrait avoir beaucoup plus de dépenses globalement sur le fonctionnement avec moins de frais de personnel. Parce qu'on aurait des services à aller chercher à l'extérieur qui nous coûteraient beaucoup plus que ce que le personnel peut faire aujourd'hui. Donc, moi, on peut se féliciter de l'état des comptes de la ville et des orientations prises. L'ensemble des deux est remarquable et ne mérite pas de critique. Bien, oui. Juste un mot, Non, il faut pour l'enregistrement. Attends. Pour dire que les propositions qui sont faites en DOB là, sont aussi rendues possibles par les avancées considérables qu'il y a eu entre la communauté de communes et la ville. Il faut juste espérer que cette avancée-là ne s'arrêtera pas aux 25% résiduels. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc je demande au conseil municipal de prendre acte sur le fait qu'il y a eu débat, parce que c'est cela, hein, terme de la loi. Ok. Le DOB, donc, a eu lieu. Je vous propose de continuer sur les questions financières qui ont été examinées par la Commission des finances. Bien. Donc là, il s'agit d'avance de subventions sur la subvention de 2018 que nous allons voter mai ou juin pour Jeux Fomécourt Basket. Il me proposait une avance de 12 000 €. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Merci. Aide au transport. Vous savez que nous avons mis en place en 2017 cette aide au transport pour les gens qui ont des abonnements hebdomadaires, mensuels ou annuels. Il s'agit de l'étendre aux personnes qui techniquement ne peuvent pas prendre des joviciens, bien sûr, hein, joviciens, joviciennes, qui ne peuvent pas prendre le train à la gare de Jeuf, mais qui sont obligés de le prendre dans une autre gare. Uniquement parce que les horaires ne leur permettent pas de prendre le train à la gare de Jeuf. Pas de réaction, pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Remboursement de frais de déplacement pour une adjointe. Donc il s'agit de 125 € de frais de transport SNCF dans le cadre d'une réunion thématique sur la communication auprès des habitants dans le cadre des communes nouvelles. J'imagine là aussi unanimité, je vous remercie. Je pense que parce qu'elle ne participe pas au vote. Oui, tu ne participes pas au vote, oui, bien entendu. Ah oui, tout à fait. Bien. Subvention exceptionnelle à l'association Mosaïque. Il est proposé de voter une subvention de 600 € à l'association Mosaïque pour la prise en charge de l'apéritif dînatoire dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme et puis pour d'autres activités de ce type. Unanimité toujours, je vous remercie. Sur le personnel. Il vous est proposé de signer une convention de mise à disposition de personnel avec le centre de gestion pour la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel à la loi informatique et liberté et à la réglementation européenne. Donc, l'Europe nous oblige, dans le cadre du règlement général sur la protection des données, à prouver qu'on sécurise bien les données personnelles que nous aurions dans nos fichiers. Et nous sollicitons le centre de gestion qui a donc du personnel spécialisé en place pour nous aider à informer, conseiller, contrôler, etc. Vous avez tout le détail. L'idée, le but, c'est bien de pouvoir prouver qu'on a sécurisé les données et que, en cas de piratage, les données personnelles ne puissent pas être volées. Donc nous vous proposons de signer cette convention qui ne nous coûtera que 1 046,20 € puisque ça correspond à 0,057% de la masse salariale. Bien, j'imagine qu'il y a là aussi accord unanime. Je vous remercie. Sur les marchés publics, rapidement, risque statutaire, il s'agit tout simplement de nous engager
dans la mise en concurrence organisée par le centre de gestion du département concernant les contrats d'assurance des risques statutaires. J'imagine qu'il n'y a pas là non plus d'opposition. Contrat de groupe pour le risque prévoyance. Oui, c'est la même chose. Il y a là aussi une nécessité de participer, enfin de dire notre intention de participer à la concurrence organisée, la mise en concurrence organisée par le centre de gestion. Vous avez vu les conditions dans lesquelles les choses vont se faire, c'est-à-dire une durée de 5 ans et prise en charge à 100% par la collectivité. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Ensuite, les 3 prochaines délibérations, on est un peu dans la redondance parce que je vous ai dit le fait que j'ai fait évidemment les nécessaires conformément évidemment aux délégations dont je dispose pour déposer les demandes de subvention, que ce soit sur l'école maternelle, sur le court tennis couvert ou sur les travaux d'accessibilité, mais dans le cadre de la DETR, le sous-préfet souhaite disposer d'une délibération complémentaire. Bon, très sincèrement, légalement, on se pose même la question sur la validité de cette demande, mais enfin, je vous propose de répondre aux souhaits administratifs émanant de la sous-préfecture. Donc je vous propose sur ces 3 délibérations de délibérer pour m'autoriser à aller chercher évidemment les financements au titre de la DETR. Je vous propose ensuite... Oui, pardon. Oui, concernant le tennis couvert, je ne pense pas que ce soit une dépense pertinente actuellement. Bon, le tennis n'est pas un sport de masse. Je ne sais pas si même médicalement parlant, il n'est pas déséquilibré en termes de symétrie droite-gauche. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que ce n'est pas un sport qui rassemble des masses. Et je suis persuadé qu'à Geoff, nous avons d'autres dépenses à faire que celle-là. Alors, oui, quel que soit le niveau de subvention obtenu. On ne peut plus engager de licencier. Non, mais si tu appuies... Bon, au niveau du tennis, 150 licenciés, et actuellement, ils ne peuvent plus prendre d'inscription, ils sont en limite. Donc, derrière, en plus, au niveau des compétitions, la fédération de tennis, c'est la Ligue de Lorraine, leur interdit de monter une équipe supplémentaire parce qu'ils n'ont pas assez de terrain couvert. Donc, ils sont bloqués dans tout azimut. Ils ne peuvent plus rien faire. Oui. La seule solution, c'est de créer un deuxième court couvert pour pouvoir organiser, parce que les compétitions ont lieu aussi en période d'hiver. Parce que s'il n'y avait que l'été, ils ont 3 cours couverts, 3 cours à l'extérieur qui, eux, peuvent servir, mais l'hiver, il leur faut un deuxième cours couvert. Bon, en plus, le système actuel global est un système de compétition acharnée et je ne suis pas persuadé que c'est en multipliant les compétitions qu'on va combattre le système qui actuellement nous enterre. Bien, M. Furlan. Bon, je ne remettrai pas en valeur les compétences du club de tennis, mais j'aimerais juste apporter un point en plus de celui qui a donné... excusez-moi. Monsieur Keff. Monsieur Keff. Le tennis club avec le football club, tous les ans, donne un coup de main pour les handicapés et les reçoit pendant 2 jours. Donc leur propose le tennis, le football, la boxe. Donc je pense sincèrement que tous les services rendus mériteraient déjà un geste. Mais ce n'est pas la seule chose. Quand on a un club qui est stabilisé et qui est bloqué parce que les structures les empêchent de grandir, je pense que c'est à nous, la ville, de faire quelque chose. Bien, merci. Écoutez, moi je voudrais rajouter 2 choses. D'abord, je voulais le dire,
Ce club est extrêmement dynamique, il est effectivement gêné dans son évolution. Malgré cela, ce n'est pas simplement quelques jours. Il conduit une opération tout à fait remarquable, pilote en direction des personnes handicapées, tout au long de l'année. Hein, ce n'est pas simplement quelques jours, c'est tout au long de l'année. Et j'ai moi-même assisté à quelques rendez-vous, quelques opérations en direction de ces personnes, et je vous assure que c'est étonnant comme résultat obtenu. Donc moi, je loue les efforts réalisés par ce club, qui donc n'envisage pas ou n'a jamais conditionné sa propre évolution tenant compte de l'organisation de je ne sais trop combien d'épreuves. Hein. Non, je pense que c'est un club d'ailleurs l'un des plus gros de la ville. Par ailleurs, mais ça, je pense que ça c'est un élément qui ne manquera pas de parler très directement à notre ami, à M. Savard, puisqu'il s'agit là d'un engagement municipal. Et un engagement pris est un engagement que l'on doit faire, qu'on doit tout faire pour tenir, tout simplement. C'est ça, l'exercice aussi de la démocratie. Lorsqu'on prend un engagement, on travaille à le réaliser. Ça ne veut pas dire qu'il soit absolument dans l'obligation de, parce que ça tient compte évidemment des réalités auxquelles nous sommes appelés à faire face, mais en l'occurrence là, nous sommes aussi en train de réaliser notre projet municipal comme nous y attelons depuis évidemment maintenant plusieurs années. Voilà. Donc sur les demandes de subvention, alors je vais faire voter chacune de ces demandes. Sur l'école maternelle Les Capucines, pas d'opposition, unanimité. Sur le cours couvert de tennis, donc il y a une opposition, c'est bien ça, 2 oppositions. Donc merci pour cette belle majorité. Et les travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux, unanimité, très bien. Ensuite, je vous propose de signer une convention qui nous permet de nous regrouper au sein de l'association, de la société Certinergie, certificat énergétique, hein, puisqu'on parle là tout simplement des certificats d'économie d'énergie, afin d'aller chercher et d'obtenir évidemment des financements sur cette dimension en direction de la CE. Évidemment, ça signifiera une participation financière au pôle national de cette société. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Le cimetière, création d'une nouvelle nature de concession. Donc la proposition, c'est de créer une concession cinquantenaire, puisque c'est à plusieurs reprises, nous avons été sollicités pour aller dans ce sens. Voilà, je vous propose tout simplement d'ouvrir cette faculté. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention, il n'y en a pas. Oui. Oui. Les concessions... Attends. Concession cinquantenaire pour l'ensemble des dispositifs ou bien uniquement pour la mise en terre? Parce que concession. Aujourd'hui, on a au moins trois formules. La mise en terre ou la cavurne ou le petit mur là. Oui, columbarium. Le columbarium. Non, c'est uniquement pour la mise en terre. C'est uniquement pour la mise en terre, donc. Oui. Pour le reste, on reste en trentenaire. Oui. D'accord. Bon, c'est bien de préciser. C'est ce que je vous propose. Oui, tu as raison. Parce que... Tu as raison. Oui. Bien. Des oppositions, des abstentions. Merci. Enfin, la motion, je ne sais pas si elle a été distribuée. Alors, on va la distribuer. Je vais vous la lire pendant qu'elle est en train d'être distribuée. Je vais vous la lire en attendant. La SNCF a décidé de fermer le guichet et de supprimer l'accueil physique de la gare de Geuf à l'horizon du premier semestre 2018. Les usagers pourront acheter leurs billets par l'intermédiaire d'un distributeur automatique ou directement sur Internet. Mais qu'en sera-t-il des personnes ne possédant pas les capacités de faire appel à ces nouvelles technologies? Comment seront délivrées les cartes de réduction, famille ou seniors? Comment seront remboursés les billets lors d'un changement qui n'occasionne qu'un remboursement partiel? Comment feront les voyageurs qui tout simplement ne possèdent pas de carte bancaire ou sont en quête de conseils? Cette décision fait partie
du mouvement global de libéralisation de la SNCF caractérisé par une entreprise de casse des services publics et de réduction massive des effectifs. Guichetiers, contrôleurs, etc. Le service communication de l'antenne lorraine de la SNCF justifie cette décision par un impératif de rentabilité pour la résorption de la dette de réseau de la SNCF et estime que le nombre de billets vendus est trop faible. Mais l'entreprise ne souhaite communiquer aucune donnée commerciale chiffrée, principalement en raison de l'ouverture du marché du transport ferroviaire à la concurrence. La SNCF renvoie souvent ses détracteurs vers ses clients donneurs d'ordre, que sont les régions organisatrices des transports et en recherche d'économie. L'agent qui tient le guichet de la gare joue dans ce dispositif une partition essentielle. Il assure la vente des titres de transport, mais il propose également un service après-vente. Il délivre aux usagers une information directe. Il est en capacité de faire remonter à sa hiérarchie et doléances des voyageurs. Il constate en temps réel les problèmes éventuels liés aux équipements et participe ainsi à la sécurité des biens et des personnes. Il est enfin un maillon essentiel du vivre ensemble d'une vie locale à visage humain. La gare de Jeuf représente également un atout stratégique important pour la commune comme pour le territoire, notamment en termes d'attractivité. Elle a fait l'objet de nombreux investissements réalisés en lien avec les services locaux de la SNCF. Elle est au centre du projet de mobilité développé par la commune et du pôle multimodal de services. Le PIMS, les aménagements routiers et de stationnement, la prise en charge d'une partie des abonnements des travailleurs et des étudiants. De plus, elle se situe à proximité du centre-bourg, concerné par une opération de réhabilitation et de revitalisation. Enfin, le transport en commun représente l'avenir dans l'optique d'une économie décarbonée. Cette politique libérale est le reflet du mépris de la SNCF envers nos populations, renvoyées vers Internet ou vers les gares des grandes villes, Metz, Thionville, etc. Il y a là une rupture de l'égalité d'accès au train. Cela est parfaitement intolérable. L'ouverture du rail à la concurrence ou le développement de TGV modernes ne doit pas nécessairement passer par une diminution du service au public lié au TER. Considérant l'ensemble de ces éléments, considérant que la SNCF doit créer les conditions d'une ouverture de guichet et d'un accueil physique pérenne et à des horaires attractifs. Les élus du conseil municipal de Jeuf s'inquiètent des conséquences de la fermeture du guichet et de l'absence d'une personne physique au sein de la gare de Jeuf. Rappellent l'importance de l'humanité des services publics et des besoins en matière de conseil et d'accompagnement des populations de la commune et de son bassin. Dénonce la prise en compte de la seule logique comptable au mépris de l'intérêt de ceux qui sont éloignés des grands centres urbains. Demande à la SNCF de reconsidérer sa position et de revenir sur sa décision de suppression du guichet du poste d'accueil physique de la gare de Jeuf. Souhaite plus largement que la SNCF, à l'inverse des mesures adoptées actuellement, s'engage dans un processus ambitieux de reconquête du transport ferroviaire, de réhabilitation et de modernisation du réseau et des infrastructures des lignes secondaires TER, avec des horaires adaptés aux besoins des populations. Voilà le contenu précis de la motion. Monsieur Savard, vous vouliez intervenir ? Oui, globalement, je ne peux qu'adhérer à cette motion. J'ai simplement une modification à proposer sur un terme uniquement. Première ligne en haut de la page arrière. Au lieu de nécessairement, je préfère le terme jamais, parce que si on dit que l'ouverture du rail à la concurrence ou le développement des TGV modernes ne doit pas nécessairement passer par une diminution du service public, du service lié au TER, ça veut dire qu'il le peut. Et en mettant jamais, ça veut dire que le développement du TGV ne peut en aucun cas être le pendant d'une désaffection des lignes TER. Je suis d'accord. Cette modification vient renforcer encore le contenu et l'objectif de ce texte. Donc, je vous propose de retirer nécessairement et de mettre jamais. Je suis d'accord. Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Au moment où nous sommes confrontés à la situation que vous connaissez au niveau national, et où on apprend tous les jours, j'entends, qu'il semble que ce soit en raison du statut des cheminots que les trains arrivent en retard, que les gares ferment, que tout va mal, enfin, etc., etc., etc. J'ai l'impression vraiment qu'on est dans l'intoxication généralisée. Je veux dire ici publiquement, est-ce qu'il était utile que je le fasse, mais néanmoins je souhaite le faire, j'apporte un soutien total, complet, résolu, et si nécessaire évidemment plus que cela, aux cheminots,
qui sont légitimes dans les actions qui sont développées aujourd'hui. À chaque fois et de toutes les manières possibles et imaginables que je pourrais les soutenir, je le ferai sans réserve. Bien, vous avez ensuite la liste des décisions que j'ai été amené à prendre depuis notre dernier conseil municipal et vous avez aussi la liste des DIA. Il m'est parvenu, pour conclure, 2 questions orales qui m'ont été posées par M. Savard. Je lui laisse le soin de les présenter. Première question à M. l'adjoint Gottigny. Vous vous targuez d'accomplir au mieux vos missions concernant l'environnement à Geuf, mais vous restez quasiment dans des actions que je qualifie de conventionnelles. D'autres communes, en France et ailleurs, ont accompli de remarquables avancées en sortant résolument du cadre conventionnel. Évoquons Marina Leda en Espagne, Los Anguel dans les Hauts-de-France et plus près de nous, Ungersheim, objet d'un débat d'après-film lors de la semaine des rencontres sociales organisées par l'association Marche et Rêve. Évidemment, il n'est nullement question d'imiter en copiant ce qui, ailleurs, correspond à une situation locale, mais de s'inspirer d'une démarche. Malheureusement, lorsque j'ai évoqué la possibilité d'utilisation de traction animale, ce qui est évoqué d'ailleurs dans le film dont je parle, vous m'avez renvoyé à la bicyclette, croyant ainsi faire de l'humour à bon compte, mais sans disposer des bonnes informations. En effet, je ne sais si vous avez sillonné l'Europe de la Suède à la Hollande, des frontières de la Lituanie à la Tchécoslovaquie, entre autres, sur une bicyclette chargée de tout un barda de camping, mais moi je l'ai fait. De plus, la veille, jour pour jour de mes 17 ans, je parcourais 405 km en une journée, obtenant ainsi mon premier brevet cycliste de 400 km. Je tiens l'article de la presse locale à votre disposition. Alors quand vous parlez de quelque chose, essayez d'avoir les bonnes informations. La bonne règle eût voulu que vous vous interrogiez sur la pertinence des progrès accomplis ailleurs et ce qui en serait adaptable ici. Cela n'a pas été l'option choisie, mais il n'est pas trop tard pour progresser. Ma question, le titre du film que j'évoque en introduction étant « Qu'est-ce qu'on attend ?» Ma question est donc « Qu'est-ce qu'on attend ?» Monsieur Gottigny. Monsieur le conseiller municipal, vous semblez affectionner tout particulièrement l'exercice des questions orales et en particulier les questions qui me sont destinées. J'y vois là un attachement à l'action que nous menons, peut-être un attachement à mon humble personne. En tout cas, cela prouve l'intérêt que vous nous portez. Si cela est le cas, je m'en réjouis. Dans le cas contraire, je vous laisse imaginer le fond de ma pensée. Vous qualifiez les actions que nous menons de trop conventionnelles. Il est vrai qu'elles sont pragmatiques, réalistes, efficaces et utiles, loin de certains fantasmes utopiques ou de délires extrémistes. Oui, je revendique l'aide apportée aux Joviciens pour l'achat de récupérateurs d'eau pluviale. Oui, je revendique l'introduction de véhicules électriques dans la flotte automobile municipale. Oui, je revendique le dopage à l'eau de quelques-uns de nos véhicules qui s'y prêtaient. Oui, je revendique le changement de nombreuses chaudières et du système d'éclairage de bâtiments municipaux permettant de réguler encore plus sa consommation de fluide tout en réduisant nos factures. Oui, je revendique l'installation des régulateurs tensionnels sur certains éclairages publics diminuant là aussi notre consommation d'électricité sans modification perceptible de la luminosité. Oui, je revendique le remplacement des anciennes illuminations de Noël par un éclairage LED. Oui, je revendique la réduction drastique, tendant aujourd'hui vers zéro, opérée depuis longtemps à Geuf, de l'utilisation de désherbants chimiques. Oui, je revendique la conservation de la deuxième fleur et l'attribution de la première libellule, grâce à un travail exceptionnel de nos équipes. Et oui, je revendique le détachement d'un de nos employés au contact de nos écoliers pour les sensibiliser au nécessaire respect de l'environnement et les initier à la culture de plantes et de fleurs. Et j'en ai bien d'autres à vous citer, mais je crains d'être bien trop long. Vous souhaitez revenir ensuite sur un échange que nous avons eu il y a quelques mois, ce qui amène de ma part deux réflexions. La première, vous avez raison de dire que je n'avais pas toutes les informations, car je ne savais pas que vous étiez féru de cyclotourisme. Je sais bien autre chose, mais j'ignorais ce détail. Vous évoquez votre périple européen à vélo que vous avez réalisé il y a quelques années. Sachez que de mon côté, et c'était le cas de tous les camarades de mon âge, pendant que vous voyagez, j'occupais presque toutes mes vacances à travailler dans des emplois saisonniers, afin de subvenir aux dépenses nécessaires, voire indispensables, à la vie d'un lycéen puis celle d'un étudiant.
Nous avons, monsieur le conseiller, deux vécus, deux histoires différentes. Cela fait sans doute la différence entre quelqu'un qui a les pieds sur terre, parfois sans doute un petit peu trop, je vous le concède, et quelqu'un qui a la tête dans les étoiles. Mais enfin, passons, ces quelques souvenirs évoqués n'intéressent nullement les Chauviciens et n'apportent rien à la vie de ce conseil. Ma deuxième réflexion porte sur la forme, parce que vous utilisez l'expression quelque peu puérile « faire votre malin », c'est dans votre lettre initiale, monsieur, qui m'a été transmise. Et ceux qui me connaissent, et vous n'en êtes donc pas, savent que cette expression ne me caractérise pas. Je n'ai nul besoin, à la différence de certains, de papillonner, de revendiquer un engagement parfois contradictoire, d'opérer quelques tentatives d'envolée pseudo-lyrique, ni d'afficher un humanisme sans doute présent en pensant en être l'exclusif détenteur. Mon engagement, je vous le rappelle, monsieur Savard, est un engagement citoyen et je préfère de loin l'action et le résultat aux discours souvent stériles et aux questions sans intérêt. Or, pour clore et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on attend? Je serais tenté de répondre, vous, monsieur Savard, si un jour vous souhaitez monter dans le train de ceux qui avancent avec conviction et raison. Bien. Alors, deuxième question de monsieur Savard. Manifestement, il manque des informations encore à M. Gottini sur le travail. Deuxième question, monsieur Savard. Deuxième question, nous ne sommes pas en train, nous n'avons pas engagé de discussion sur les questions. Deuxième question. Alors, adressé à Monsieur le maire, avec quelques élites, vous avez concocté un processus d'avant-fusion de 4 communes. De ce fait, cette opération reste considérée comme élitiste et sans concertation préalable. Certes, vous constituez des groupes de travail, groupes auxquels sont invités à participer les élus. Peut-être avez-vous prévu d'y associer certaines personnes ressources, et ce serait un pas, mais un pas toujours en direction des élites. Les citoyens savent d'ailleurs bien comment sont désignées ces dites personnes ressources. Et cela renforce leur sentiment d'une opération menée d'en haut et la certitude de la non prise en compte de leurs avis. Ayant Abrié été rapporteur d'un groupe de travail France Insoumise se rapportant au processus de préparation d'une constituante, j'ai appuyé fortement l'option d'association réelle des citoyens au processus. Nous sommes ici en situation comparable de constitution d'une architecture constitutive d'une entité nouvelle. Y faire participer les citoyens consiste à leur ouvrir l'association à cette construction sans choisir nous-mêmes les citoyens y agissant. Pour cela, seul un tirage au sort est envisageable. Je propose donc que 50% des groupes de travail soient constitués d'électeurs volontaires tirés au sort parmi ces volontaires inscrits sur les listes électorales. Si nous ne le faisons pas, les citoyens comprendront vite que certains ne veulent pas que le peuple se mêle de ce qui le regarde. Ma question est simple. Sommes-nous sur la même option de vraie démocratie? Alors, monsieur Savard, il y a deux choses dans cette question. Tout d'abord, vous qualifiez d'élite celles et ceux qui, par mes soins ou ceux de mes amis maires des villes voisines, ont été sollicités. Ils auront apprécié d'apprendre, d'ailleurs vous en êtes, M. Savard, donc vous faites partie de l'élite que vous dénoncez, mais il y a aussi de très nombreux présidents d'associations, il y a de très nombreux Chauviciens, je ne parle que des Chauviciens, je ne parle pas des autres habitants des 3 autres villes, de très nombreux Chauviciens que j'ai eu à rencontrer dans des initiatives extrêmement diverses et multiples. Et soyez certains, et si vous commencez à me connaître, vous devriez en être convaincus, que je ne manquerai pas de provoquer, de multiplier ces rencontres. Et nous allons prochainement, effectivement, outre le fait que la démocratie représentative a aussi un rôle à jouer, même si vous tentez de le dénier, mais je veux faire en sorte à la fois que fonctionne conformément à la démocratie, la démocratie représentative, et en même temps trouver les formes, comme nous l'avons toujours fait dans cette ville, d'expression de la démocratie directe. À cet égard, vous semblez dire que la vraie démocratie, excusez du peu, et je considère que là, il y a outrance dans le terme,
ce serait la seule démocratie, consisterait à un tirage au sort. 50%. Je pense, pour ma part, qu'on est là dans l'antithèse de la démocratie. Je sais bien qu'il est difficile, ardu, de trouver une formule qui satisfasse à tous les objectifs et à toutes les ambitions que nous voulons afficher dans ce terme d'expression démocratique. Je sais bien que vous êtes vous-même, avec le mouvement qui ne m'est pas étranger, vous avez parlé de la France insoumise, êtes en recherche de cette formule. Je sais bien que cette pratique a été usitée. J'en conteste pour ma part l'efficience. Et je pourrais évidemment en faire la démonstration, même si je sais par ailleurs que ce débat, à l'interne même de votre propre mouvement, provoque des réactions, puisque 250 membres de cette organisation ont adressé une lettre que j'ai reçue, dans laquelle il est indiqué, en effet, de nombreux insoumis ont constaté, selon leur expérience personnelle, un déficit de démocratie, un manque de transparence et de communication. Un peu plus loin, ils insistent sur l'importance qu'ils accordent à l'amélioration de l'organisation interne, à sa démocratisation et à la prise en compte des insoumises et des insoumis. Or, je considère pour ma part qu'il est normal que dans un mouvement, il y ait ces échanges-là, qu'il y ait volonté d'aller plus loin, même si, manifestement, il y a carence grave constatée, puisque d'ores et déjà dénoncée. J'entends que vous voudriez bien retranscrire sur une collectivité comme la nôtre, une institution comme la nôtre, des règles qui ont du mal à fonctionner dans un mouvement qui n'a pas les mêmes fonctions et les mêmes missions qu'une collectivité comme la nôtre. C'est pur fantasme que de travailler comme cela, parce qu'en ce faisant, on enferme les facultés offertes à celles et ceux qui doivent effectivement accéder au débat, à la réflexion et à la décision. Il est hors de question que nous soyons dans cet enserrement démocratique, et il y a volonté d'instruire, d'alimenter, de réévaluer le niveau de nos échanges, de nos débats sur cette question comme sur toutes les autres, et évidemment, le moment opportun de trouver les modalités d'organisation qui vont nous permettre d'aller solliciter l'avis, évidemment, de nos administrés. Voilà ce que je pouvais en dire. Je vous remercie toutes et tous et vous souhaite une excellente soirée. Une information peut-être, il était prévu à l'origine que je convoque le conseil municipal pour le 12 avril. J'ai décidé aujourd'hui de le reporter au 17. Nous n'avons pas encore à cette date l'ensemble des dotations. L'État n'a pas porté à notre connaissance les dotations. Donc il ne s'agit pas que l'on travaille sans éléments sérieux, évidemment. Donc sachez-le, nous aurons au conseil municipal le 17, en tout cas dans cette période-là. Après, le jour exact, vous en aurez connaissance prochainement. Mais a priori, c'est à cette date. Merci.